Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e émission de Sourde et Courageuse. Et aujourd'hui, eh bien, je suis accompagnée par Michèle Dion, interprète du Civet, et elle va interpréter finalement tout le long de l'émission parce qu'aujourd'hui, on va avoir des invités en studio extraordinaires que j'aime vraiment beaucoup de la Maison des femmes sourdes de Montréal et on veut que ça soit accessible évidemment à toute la communauté. Donc, voilà pourquoi on a l'interprète et que c'est filmé aussi pour qu'on ne manque absolument aucun détail. Et aujourd'hui, on va parler dans cette émission, on va focusser sur la violence faite aux femmes, mais aux femmes sourdes. Parce que c'est un enjeu qu'on retrouve vraiment au sein de la communauté. On va en parler avec Lynn Bergeron, qui est directrice de la Maison des femmes sourdes, et avec Marie-Hélène Couture, qui est coordonnatrice des services à la Maison des femmes sourdes. Bonjour, mesdames. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour. Marie-Hélène, c'est notre personne sourde en studio. Donc, on va s'ajuster, évidemment. Donc, quand je dis bonjour, mesdames, c'est pour ça qu'il y a des fois un petit délai. C'est tout à fait normal. Donc, on va parler vraiment de la violence faite aux femmes auprès de la communauté sourde. Et je trouvais ça vraiment important d'aborder ce sujet-là avec vous parce que ça revient souvent. Donc, une grosse partie de votre mandat est d'aider ces femmes-là. Si on regarde un petit peu, je vais donner la parole à Lynn Bergeron, au niveau là, justement de la communauté sourde, quand vous offrez les services, la violence faite aux femmes, est-ce que ça revient souvent? Oui, ça revient souvent. Mais je dois mentionner, puis c'est très important dans l'histoire des dernières années de notre organisme. Nous, en fait, on a vécu pendant la pandémie ou toute la période entourant la pandémie un grand calme, mais au sein de l'organisme. Oui. Au début, on s'est questionné. Parce que il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. On se disait crime, on n'a plus d'appels ou on n'a plus beaucoup de demandes. Mm-hmm. Et tous les impacts de la pandémie, l'isolement a fait en sorte, et l'insécurité, la grande insécurité qu'ont vécu tout le monde à ce moment-là, et particulièrement les femmes sourdes, a fait en sorte qu'elles sont restées plus, en fait, ou tu sais, ne serait-ce que à cause de l'économie, tu sais, l'argent, le manque, se dire, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais me retrouver après. Oui. Donc ça a été, puis on recommence, en fait, on revoit là, dans les derniers mois, oui, ça fait quand même quelques années. Oui. Mais là, on recommence à voir, on commence à avoir des demandes de placement en maison d'hébergement, puis on recommence à avoir une recrudescence de femmes sourdes qui nous demandent des services, soit en hébergement ou en accompagnement. En accompagnement, dans le processus aussi. Là. Exactement. Marie-Hélène, toi, justement, comme tu fais partie de la Maison des femmes sourdes. Ça fait combien de temps que tu travailles à la Maison des femmes sourdes? En mars, ça va faire 23 ans. Bon, 23 ans. Donc, c'est pour ça que tu es l'experte tout indiquée. Tu es coordonnatrice des services cliniques, ce qui veut dire quand même que toi, là, depuis 23 ans, au niveau là, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à... est-ce que tu vois une augmentation des demandes des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale? C'est sûr que les chiffres, c'est toujours invisible. Hein? On n'a pas rien de précis parce que c'est très tabou. Lorsque je vois des personnes, je sais qu'ils peuvent être victimes, mais qui ne font pas de demande, mais parce que c'est très tabou. Hein? Dans la communauté, on sait qu'on a des chiffres. Il y en a beaucoup, oui,
Mais je pense que le chiffre pourrait quasiment être doublé par ce qui est la partie invisible, ce qui n'est pas vu. Il y en a qui participent ici et là à certaines activités. On sait clairement qu'elles sont victimes, mais qu'elles ne le manifestent pas. Et depuis mon expérience, on voit que les chiffres augmentent toujours, oui. C'est sûr qu'à la pandémie, il y a eu une petite baisse, mais là, ça revient et oui, les chiffres, là, c'est sûr qu'ils sont toujours très gros et très présents. Mais en fait, c'est ça qui est difficile au niveau de la violence conjugale, mais même au niveau, peu importe la clientèle, c'est difficile d'avoir des chiffres vraiment concrets, de dire combien de femmes vivent de la violence conjugale parce que, il y a combien de femmes qui sont en ce moment dans une situation de violence conjugale et on ne le sait pas, là. Ils n'ont pas été demandés de l'aide. Tu sais, c'est plus facile de dire, en hébergement, parce que là, il y a quelque chose de vraiment, il y a comme une trace de dire, OK, cette femme-là a quitté, c'est plus facile. Mais sinon, c'est vraiment abstrait d'aller chercher ces femmes-là. Et quand tu disais tu sais, justement, il y en a que, tu sais, vous le savez au sein de la communauté qui vont vivre la violence conjugale, mais qui vont pas demander de l'aide. Ça, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que vous faites des ateliers? Comment tu fais pour savoir ça? Juste un exemple, nous avons fait un atelier de prévention plutôt que de se rendre jusqu'à une crise. Puis, l'atelier, c'était, la communication non violente et quelles sont les perceptions de chaque personne. Et souvent, les gens s'en rendent pas compte, mais ils viennent à s'exprimer. Et nous, on détecte qu'il y a des messages de victimes de violence. Mais là, nous, on y va de façon subtile. On dit que c'est pas acceptable, que c'est délicat. On explique comment on peut améliorer la communication. Et à partir de là, les femmes sont sensibilisées. Et plusieurs, là, tu sais, c'est de la violence dans la vie quotidienne. C'est pas des violences qui sont très claires qu'on peut détecter. Parfois, ils se disent « c'est juste une petite chose qui arrive ici et là. » Mais au total, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de violence, une violence psychologique, verbale. Et donc, on devient habitué à ça, c'est pas grave, on finit par l'accepter, mais non, il faut pas l'accepter, il faut se respecter et on amène tout le temps des petits éléments par rapport à ça. Puis là, des fois, ils disent « mais ça, telle chose, c'est-tu correct? » Puis là, on leur dit « oui, mais regarde, si on parle de violence, c'est un lien à ça. » Fait que souvent, les personnes ne s'en rendent même pas compte. Et la Maison des femmes sourdes de Montréal, mais on est là pour éduquer, sensibiliser. Et ceux qui sont à l'extérieur de Montréal aussi ont moins accès à l'information. Fait qu'avec nous, là, ça leur permet d'avoir une bonne accessibilité. Et en même temps, si on parle de violence conjugale, déjà, là, c'est quand même un gros dossier, mais au niveau de la violence faite aux femmes sourdes, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui dit, voyez, OK, elle est sourde, elle vit de la violence, mais aller chercher de l'aide quand on est une femme sourde. Marie-Hélène, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, ça serait quoi les enjeux qu'on retrouve auprès vraiment spécifiquement des femmes sourdes qui sont en situation de violence conjugale? L'enjeu le plus difficile, c'est que dans la communauté sourde, tout le monde sait tout. Que tu habites à Québec, à Trois-Rivières, en Abitibi, si tu dis à une personne, mais tout le monde te juge immédiatement. Puis des fois, ils vont dire « mais non, ce monsieur-là, il est fin, il est correct, il est tout le temps présent. » Mais des fois, c'est des leaders de la communauté. Et tout le monde se connaît. Puis là, quand on dit qu'il y a un couple que ça fonctionne pas bien, qu'il y a de la violence, mais on en parle à un ami, mais c'est facilement, là, l'information sort facilement. Puis des fois, comme on disait, il y a des fois des problèmes économiques, comment s'en sortir, déménager, trouver un appartement, c'est difficile. Fait qu'à ce moment-là, ils vont décider de rester en couple. Et sinon, mais souvent, toutes les ressources sont beaucoup pour les personnes entendantes. Et les personnes sourdes ne sont pas au courant c'est quoi une maison d'hébergement. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Puis en plus, il faut imaginer là, d'appeler la police, faire confiance à un policier, c'est difficile aussi. En plus de devoir là, négocier, à s'assurer d'avoir la présence d'un interprète à ces rencontres. C'est plusieurs étapes qui finissent plus. Et comme ça complique les choses, mais ils préfèrent rester dans la situation, dans le cercle vicieux qu'ils sont.
Fait que c'est un gros enjeu là, pour les femmes sourdes de sortir de leur situation. Bien, ça, déjà que tu dis ça, Marie-Hélène, on dirait, ben OK, la femme sort, mais elle va où? Tu sais, parce que c'est ça, il y a cet enjeu-là de dire les services sont pour des personnes qui sont entendantes. Il y a pas de maison d'hébergement pour les femmes qui sont sourdes. Il n'y a pas de policiers qui travaillent, des policiers sourds qui travaillent uniquement Non, avec... donc, c'est ça, à ce moment-là, c'est un enjeu qui complique. Des fois, c'est quasiment plus décourageant de passer par tout le processus. Notamment, on va rester dans la situation. C'est un peu ça que tu es en train de dire. Oui, exactement. Et justement, Lynn, toi, comme directrice de la Maison des femmes sourdes, c'est sûr que tu dois créer des partenariats avec, justement, des entendants de différents corps de métier, là, qui travaillent. Oui, en fait, tu sais, on essaye vraiment de créer des partenariats dans un premier temps, historiquement, parce que la Maison des femmes sourdes a 30 ans, puis on a essayé depuis très longtemps de créer des partenariats avec certaines maisons d'hébergement. Puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien avec quand on a des partenariats. Mm-hmm. C'est pas garant de réussite. OK. Parce que si on est partenaire avec 3 maisons d'hébergement et qu'une journée, une femme sourde a besoin d'être hébergée et que ces 3 maisons d'hébergement-là sont pleines, c'est là que ça se complique et que ça se corse. Malgré l'ouverture des gens qu'on se dit ouverts, il y a quand même des obstacles importants quand c'est le moment de trouver une maison d'hébergement. Bien, c'est sûr, parce qu'en même temps, c'est pas toutes les maisons d'hébergement avec qui vous avez des partenariats. Non. Non, c'est ça. Non, mais même, Julie, même avec celles avec lesquelles on n'a pas, oui, on s'entend-tu que ici, à Montréal, et Grand Montréal, je dirais, là, de fait, tout le monde, toutes les maisons d'hébergement devraient être accessibles. Absolument. 100%. Absolument. Et quand elles ne le sont pas, là, je vais laisser le soin à Marie-Hélène d'expliquer comment se fait comment ça se fait quand on accompagne une femme. Mm-hmm. Mais même quand les maisons d'hébergement ne le sont pas, ce n'est pas un obstacle pour nous. Puis je vais laisser le soin à Marie-Hélène de vous expliquer pourquoi. OK. Oui, pour faire suite à Lynn, c'est sûr que, anciennement, on n'avait aucune accessibilité aux maisons d'hébergement. Et depuis la pandémie, le gouvernement a été sensibilisé parce qu'il a été au courant que les maisons d'hébergement étaient complets, puis il a voulu faire des ajouts de maisons pour qu'il y ait plus de disponibilité. Là, effectivement, ils ont ouvert plus l'accessibilité. Puis, il y a le regroupement des maisons d'hébergement avec qui on collabore pour permettre une accessibilité à tous les différents handicaps, incluant la sourdité. Donc, on a fait des sensibilisations, puis c'est sûr que c'est pas toutes les maisons d'hébergement parce qu'il y en a que c'est des vieux bâtiments qui doivent être adaptés et tout ça, mais ça se fait progressivement. Il y a quelques matériels qui ont été achetés, des systèmes d'adaptation pour personnes sourdes, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs endroits qui n'en ont pas. Et ce que nous, on fait, c'est nous avons un sac, une trousse qui est mobile, ce qui veut dire qu'il y a tout le système pour le réveil matin, pour un bébé qui pleure, pour l'alarme de feu. Bon, c'est un système qu'on peut remettre et qu'on fait l'installation et on fait le prêt durant l'hébergement. Si la femme qui est victime doit quitter rapidement les lieux, elle va ramasser rapidement ses vêtements, ses choses à elle, mais pas nécessairement le système d'adaptation pour les personnes sourdes. Fait que nous, on en a un qui est mobile, qu'on prête le temps que la personne est en maison d'hébergement et ainsi, là, tout le monde est rassuré. Et quand tu parles de réveil matin, en fait, c'est quoi? C'est parce que le réveil matin n'est pas sonore et visuel? Oui, c'est ça. Il y a deux. Il y en a un qui peut être sous forme de vibration qu'on met sous le matelas. Okay. Et il vibre pour permettre de réveiller. Et ça vibre assez fort. C'est certain qu'on se réveille. Okay. Et l'autre réveil matin, ça va être un système de lumière qui clignote. Là, on branche une lumière qui va clignoter.
OK. Il y a les deux possibilités. Donc ça, c'est une trousse que vous amenez en maison d'hébergement. Donc, eux, ils n'ont pas à fournir le matériel. C'est vous qui avez même le matériel. Oui, c'est ça. OK. Et aussi, c'est pour permettre une accessibilité plus facilement que de leur... Tu sais, qu'ils sentent, ah non, mais là, il faut qu'on trouve du matériel et tout ça. Mais là, ça permet là, une accessibilité plus rapide en ayant cette trousse. Et là, tu parlais de la trousse comme exemple, c'est ça, là, ces appareils-là, mais est-ce que dans la trousse, il y a plus comme comment intervenir avec cette femme-là, quoi faire pour l'aider à ce qu'elle se sente plus inclus dans l'hébergement? Y a-t-il un peu de ça aussi ou ça se fait plus verbalement? Bien, il y a deux possibilités. C'est sûr qu'il y a plusieurs étapes. Au départ, c'est sûr qu'il faut clarifier avec l'intervenante quel est son rôle à elle, quel est le rôle de nous, la Maison des femmes sourdes, parce qu'on ne veut pas faire une double démarche. Okay. Et par exemple, si la personne a besoin comme de faire des changements au niveau bancaire ou prendre rendez-vous avec des policiers, avec des avocats, c'est toutes des possibilités. Mais là, on voit, qui l'autre... intervenante de la maison d'hébergement peut s'occuper de trouver un appartement, de prendre des rendez-vous, mais on reste toujours en contact ensemble pour pouvoir là, faire les suivis. Nous, on explique le cycle de la violence, comment ça fonctionne. On partage les tâches parce que nous, c'est plus facile de communiquer avec l'intervenante en langue des signes québécoise, avec la cliente, oui. Tandis que l'intervenante qui ne connaît pas la langue des signes, ils vont plus communiquer par écrit, puis... Des fois, s'il y a une crise de l'angoisse, mais c'est parfois, là, si c'est en dehors de nos heures de bureau, de l'organisme, parce que nous, on est là de 9h à 4h30, on n'est pas disponible les soirs et fins de semaine. Fait qu'on entend clair que si elle ne se sent pas bien, elle peut aller rencontrer l'intervenante de la maison d'hébergement. Puis ça, on travaille en équipe. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que la femme est accueillie par dans le fond, l'hébergement, là, donc les intervenantes de la maison d'hébergement. Mais vous n'êtes pas physiquement en place là-bas, là. Donc, c'est vraiment cette collaboration-là qui est vraiment importante parce que de façon générale, dans le quotidien, la femme, elle est physiquement avec des personnes entendantes. Oui, c'est ça. Puis la femme, là, elle peut intégrer aussi les activités de la maison d'hébergement. C'est sûr que plus souvent, c'est un peu plus difficile de l'intégrer parce qu'il n'y a pas d'interprète. La communication peut être un peu plus difficile parce que des fois, ils ont des activités de cuisine. Parfois, la personne sourde va devenir un petit peu plus isolée. Oui. Fait que ça dépend de la dynamique de chaque lieu, de chaque maison d'hébergement. Puis il y a des femmes qui vont continuer à travailler à l'extérieur, puis qui sont pas... Mais c'est sûr que ça dépend des besoins de chaque femme. Et comme on voit, là, dans le fond, ça a l'air tellement simple, là, dans le sens que petite trousse et vous arrivez, mais là, tu parlais, là, tu sais, que des fois, c'est des vieux bâtiments et tout ça, mais le fait d'amener une trousse, que ce soit un vieux bâtiment, ça change pas grand-chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a des résistances qu'on voit encore auprès là, de certaines maisons d'hébergement? Oui. Oui? Oui. OK. Il y en a une partie qui sont encore résistantes, puis on peut comprendre qu'ils ont des craintes parce qu'ils connaissent pas comment faire, comment accueillir une personne sourde. Ils ont peur que ça soit compliqué, parce que souvent, la question qu'on a, c'est comment on va communiquer, s'il y a un feu, comment on va lui dire, comment on va lui parler. C'est souvent les questions qui reviennent. Puis à chaque fois, on prend le temps de leur expliquer que nous avons la trousse, un système là, de détecteur qui fait clignoter une lumière pour qu'elle soit au courant. Souvent, on en a deux. Un qui est installé dans la chambre de la cliente et un dans le salon pour les rassurer. Puis c'est sûr que c'est tout le temps d'avoir des bons arguments, de bien expliquer et d'enlever ces peurs-là. Et aussi d'éliminer les préjugés qu'il peut y avoir. Pour moi, là, c'est sûr que je suis là depuis plusieurs années. Et ce que je constate, là, c'est comme un nouveau mot qui est très utilisé, c'est l'inclusion. Mais là, on va dire, ah oui, on est ouvert à l'inclusion, on est prêt à accueillir. Mais quand ça l'arrive, la situation, c'est possible d'accueillir, à ce moment-là, ils vont dire, ah non, mais comment on va communiquer tout ça? Puis là, nous, on va réutiliser, dire, oui, mais vous dites que vous êtes ouvert à l'inclusion et tout. Fait que des fois, les paroles puis la réalité sont différentes. Oui.
il faut toujours là, argumenter et réussir à les convaincre parce qu'on ne peut pas laisser les femmes à la rue. Par exemple, là, une personne entendante est accueillie parce que l'autre est sourde, elle n'est pas accueillie, elle va se retrouver dans la rue, mais non, mais elle va être où sa sécurité pour cette dame-là? C'est sûr que la communauté sourde, elle est tout petite. Elle ne peut pas nécessairement là, aller chez des amis parce que tout le monde se connaît. Puis parfois, on essaie d'expliquer qu'il y a encore plus de risques. Les risques sont encore plus élevés pour une personne sourde qu'une femme entendante. Oui, absolument. Et justement, là, on parle au niveau de l'hébergement, mais sûrement qu'il y a des collaborations aussi nécessaires avec SOS Violence conjugale, parce que quand on parle de violence conjugale, on pense tout de suite à SOS Violence conjugale. Lynn, vous avez un lien avec SOS? Oui, on a un excellent lien avec SOS. Puis d'ailleurs, on a fait avec Claudine Thibodeau, dont j'oublie le titre, je m'excuse Claudine. Mais avec Claudine, en fait, on a collaboré depuis quelques années à traduire beaucoup d'articles sur le site de SOS Violence conjugale. On est, en fait, on n'a pas fini, mais on est vraiment dans cette boucle-là. En fait, notre objectif, ce serait d'assurer que tous les articles soient traduits en LSQ sur le site de SOS Violence conjugale. Fait que ça, c'est une belle collaboration. C'est agréable de travailler avec Claudine parce qu'il y a une grande ouverture au niveau de l'accessibilité. Puis on sait que si, d'ailleurs, on l'a testé avec certaines femmes sourdes, tu sais, les questionnaires qu'il y a sur le site de SOS, ça fonctionne très bien parce qu'ils sont traduits, justement. Mais quand on dit traduit, là, juste pour être... C'est parce que souvent, les gens disent, ils ont juste à lire. Hein? Ah, ben oui. Mais ça, c'est le bout... c'est ça, là. Ils savent lire. Ils savent lire. Donc, là, quand tu dis traduire... en fait, le niveau de compréhension du français est pas du tout le même pour l'ensemble des femmes sourdes parce que c'est pas leur langue première. Exact. Leur langue première, c'est la LSQ. Exact. Donc, elles vont, la plupart vont lire minimalement le français, mais de comprendre un texte, de comprendre, des fois, c'est plus complexe, les mots sont plus complexes, ben non, c'est pas accessible. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette collaboration-là avec SOS pour traduire des textes. Donc, en LSQ, ça veut dire que dans le fond, tu as le texte. Exemple, ça parle de la violence psychologique. Ou, tu sais, là, en ce moment, on entend beaucoup le contrôle coercitif. Tu sais, c'est un mot qu'avant, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Donc, là, c'est sûr que de dire, mais oui, mais qu'est-ce que c'est? Tandis que là, ça veut dire qu'il y a, exemple, Marie-Hélène qui apparaît dans une fenêtre et c'est elle qui explique c'est quoi, finalement, en LSQ. Oui, elle va lire le texte. Hein, Marie-Hélène, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, la femme, elle peut faire autant le questionnaire, savoir est-ce que je vis la violence psychologique. Ça marche bien, c'est ça. Hein? En fait, c'est comme une auto-évaluation. Exactement. C'est important de pouvoir faire une auto-évaluation. Puis parfois, là, ils répondent à peu près quand ils font juste la lecture, puis le résultat est plus ou moins exact. Mais là, avec la traduction en LSQ, mais ils répondent précisément aux questions et là, ils peuvent avoir un résultat plus juste. Parce que c'est ça, c'est que dans le fond, c'est qu'on voit que SOS Violence conjugale, c'est pas mal la première ressource où est-ce que les gens ils vont aller pour justement appeler, hein, juste dire je vis de la violence conjugale et souvent c'est eux qui vont dire parfait, on va vous mettre en contact pour trouver une place en maison d'hébergement. Ça, je sais aussi que SOS vous aide à dire OK, cette femme-là, on doit lui trouver un placement rapidement. Il y a ça aussi avec SOS. Oui, absolument. Donc, oui. On a une super belle collaboration parce qu'eux, ils nous aident aussi à trouver les maisons d'hébergement. Ils savent là, quel est notre organisme. Ils vont faire les références. Puis, des fois, c'est lorsqu'on arrive à la maison d'hébergement qu'il y a de la réticence. Que nous, la collaboration avec SOS Violence conjugale, ça va super bien. Ils vont faire les recherches avec nous. On a une super belle collaboration. Mais c'est quand on passe à l'autre étape qui, parfois, là, il y a des obstacles.
Parce que dans le fond, SOS, violence conjugale, sûrement qu'auprès de la communauté sourde, ça doit pas non plus être le premier réflexe qu'ils ont là. Tu sais, d'après moi, c'est la Maison des femmes sourdes de Montréal. Ça doit probablement être ça le premier. Si on le sait, on connaît, versus aller voir SOS ou aller voir un policier ou probablement que c'est la Maison des femmes sourdes qui ressort en premier. Oui. Dans les ressources, hein, Marie-Hélène? Oui, c'est ça. Ça fait que ça vous demande absolument des partenaires parce que si il y a une femme qui est dans une situation qui arrive et que là, ben, elle a besoin d'avoir même des soins de santé. Quand je travaillais en violence conjugale, des fois, il y a des femmes qui arrivaient et qui avaient été blessées et là, on devait leur dire, mais non, vous devez aller à l'hôpital. Donc, ça aussi, c'est une collaboration que vous avez qui est nécessaire là, dans le processus. Oui. Puis, Julie, je veux juste mentionner un truc qui est, selon moi, majeur. Oui. Des fois, quand ils font une démarche pour trouver une maison d'hébergement. Oui. Le questionnaire, là, Marie-Hélène me corrigera si je dis des niaiseries ou si je me trompe, mais bon, là, il y a le questionnaire. Tu sais, mettons, SOS Violence nous a trouvé une maison. Oui. Après ça, il y a le questionnaire d'entrée de la maison d'hébergement. Oui. Et moi, ce que j'ai noté je pense je sais pas, dans la dernière année, justement parce qu'il y a eu comme une recrudescence de placement, puis j'ai noté une chose, c'est que au niveau des critères, par exemple, l'autonomie, je vais le nommer, c'est très, très important. Au niveau des critères, l'autonomie. Les intervenantes en maison d'hébergement ont besoin de voir que c'est la femme sourde qui va répondre aux questions, que c'est elle qui connaît son histoire, que c'est elle. Et ce qu'on a souvent remarqué, et trop souvent en fait, à mon avis, c'est que cette notion-là d'autonomie sert de prétexte. Puis je me commets, je le dis. Non, mais Lynn, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir en parler avec Méranie Lacasse parce que justement, ils en font des demandes d'hébergement. On va pouvoir aller voir, eux, comment ça se passe pour elles. Oui. Ça va être super intéressant parce qu'après la pause, on va accueillir Méranie Lacasse, qui est directrice générale d'un organisme que vous collaborez, la Maison d'hébergement Intervalle 175. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. On va lui demander tout de suite après la pause. À tout de suite. Je poursuis maintenant en entrevue avec Méranie Lacasse, qui est directrice générale de l'hébergement en violence pour les femmes victimes de violences conjugales, Intervalle 1175. Tantôt, j'ai dit 175. Il me manquait un 1. Donc, c'est 1175. Bonjour, Madame Lacasse. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous? Oui, et je suis vraiment contente parce que là, on vous accueille dans nos studios. Et là, eh bien, on va pouvoir parler d'une belle collaboration que vous avez avec la maison des femmes sourdes de Montréal. Parce que, Marie-Hélène le disait juste avant la pause, comment c'est important. Et là, je trouvais ça beau de dire, oui, mais il y a des belles collaborations et vous en faites partie. Moi, je voulais savoir, parce que je pense que ça fait pas si longtemps là, que vous êtes en collaboration. Hein. Je pense avec la Maison des femmes sourdes. Ça fait quand même quelques années. Ça fait quelques années qu'on a eu des femmes sourdes. Malheureusement, c'est pas arrivé dans les 3-4 dernières années qu'on en accueille à nouveau, mais c'est arrivé à quelques reprises avant. Donc, ça fait plusieurs années quand même qu'on est en collaboration avec la Maison des femmes sourdes. Mais la collaboration est encore là, même s'il n'y a pas eu des femmes depuis un certain temps. Exactement. Nous, la difficulté, c'est que c'est femmes avec enfants seulement. Donc, souvent, c'est une particularité qui peut apporter peut-être un peu plus de difficultés au niveau des admissions. Oui. Et de là aussi,
le roulement des maisons d'hébergement qui sont à pleine capacité en tout temps n'aide pas non plus, mais on est toujours très contente de pouvoir accueillir des personnes, surtout en collaboration avec la Maison des femmes sourdes. Parce que ça, c'est important de le dire, hein? Chaque maison d'hébergement, c'est pas toute la même chose. Il y en a, c'est vraiment pour les femmes, d'autres, c'est pour les femmes avec les enfants, et il y en a, c'est femmes soit avec ou sans enfants. Tu sais, ça va vraiment dépendre. Il y en a, c'est plus courte durée, longue durée, femmes victimes de violences conjugales et difficultés. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Fait que oui, il y a beaucoup de maisons d'hébergement, mais ça veut pas dire nécessairement que toutes ces femmes-là qui auraient besoin d'aide, ça peut marcher au moment où, parce que une femme qui est victime de violences conjugales, qui n'a pas d'enfant, automatiquement, elle ne peut pas aller dans votre hébergement. Ça doit être une autre maison d'hébergement. Donc, de là, pourquoi ça leur prend beaucoup, beaucoup de collaboration. Moi, je voulais savoir comment ça s'est passé, ce moment-là. Là. Donc, Marie-Hélène, tu es rentrée en contact avec Interval, tu as fait de la sensibilisation. Comment ça s'est passé, le processus? C'est qu'au départ, il y avait 18 maisons d'hébergement là, qu'on pouvait être en partenariat, qu'on avait là, fait des formations, des sensibilisations. Oui. Et ensuite, quand une femme sourde s'est présentée, qu'elle avait un besoin, j'ai appelé SOS Violence conjugale. Et ils m'ont référé à l'Interval 1175. Et à partir de là, on a pu faire une collaboration et ça a été plus facile de faire l'accueil. OK. Souvent, les femmes sourdes disent... ils sont super fines, sont super ouvertes, c'est chaleureux. Ils connaissent un petit peu les signes qui sont contentes, puis elles se sentent rassurées et ça fait du bien pour eux. Fait que les craintes sont enlevées là, en étant intégrées à leur maison d'hébergement. C'est souvent les commentaires que nous avons là, lorsqu'ils se présentent à l'Interval. Oui, effectivement. Et en même temps, c'est intéressant parce que tu dis ils connaissent un petit peu des signes. Et tu sais, moi, je me dis... Oui. Le fait d'avoir une collaboration, je pense qu'après ça, c'est possible d'aller plus loin. C'est de savoir que vous pouvez, parce que dans l'idéal, on voudrait que ça soit accessible à toutes les femmes sourdes, mais je pense que aussi, moi là, qui est entendante, je peux avoir aussi une petite responsabilité d'aller chercher des petits gestes que je sais que ça va pouvoir aider madame. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez comme formé ou ça s'est passé par finalement la formation que la Maison des femmes sourdes a fait avec vous? Bien, nous, effectivement, la formation avec la Maison des femmes sourdes grandement aidé à comprendre comment qu'on pouvait accompagner les personnes sourdes, leurs enfants aussi, d'avoir le matériel aussi nécessaire, comment bien communiquer parce il y a aussi des personnes analphabètes souvent. Donc, nous, on avait l'idée qu'on écrit des choses, mais que c'est pas toujours la solution idéale. Et on avait beaucoup de motivation dans l'équipe aussi à apprendre le langage des signes. Pour certaines, dans le passé, on avait déjà eu des cours soit de LSQ, le 1, le 2, mais c'est sûr, quand on pratique pas, ça se perd un peu. Mais quand même, je pense que c'est très accessible dans le sens où on parle souvent avec nos mains pour décrire des gestes ou des choses. Donc, ce qui peut faire rire justement les personnes qu'on a accueillies, on faisait des faces, mais quand on accueille des personnes sourdes, justement, on met... On s'adapte, on met en langage des signes aussi des pancartes pour les intervenantes. On utilise aussi des pictogrammes, par exemple, et tout. Donc, on a vraiment créé des outils propres à notre maison pour pouvoir communiquer. Mais comme on se dit, c'est pas plus compliqué que le faire pour des personnes allophones, par exemple, parce que souvent, on va accueillir des personnes issues de l'immigration allophones ou qu'on a à utiliser des pictogrammes, on a à utiliser d'autres moyens de communication parce que quand les personnes interprètes sont pas là, on est dans la même situation. Donc, pour nous, on a dit, c'est juste un pendant de plus à s'adapter, puis pourquoi pas le faire. Puis, ça a été vraiment des belles collaborations et la
disponibilité, justement, des personnes pour venir faire de l'interprétation, je trouvais ça beaucoup plus facile et accessible que quand c'est des langues très précises, par exemple. Donc, la disponibilité d'avoir accès à des interprètes, c'est beaucoup plus facile en maison d'hébergement que des interprètes réguliers dans d'autres langues. Mais moi, ce que je trouve vraiment fabuleux, c'est de dire que vous êtes allé comme plus loin. Tu sais, OK, on le sait, la Maison des femmes sourdes de Montréal vont accompagner les femmes, mais comme Marie-Hélène t'a dit, vous n'êtes pas ouvert. C'est pas un organisme qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, à ce moment-là, si une femme à 2 heures du matin, parce que quand je travaillais en violence conjugale, ça arrivait souvent là, que ça se passait beaucoup des situations la nuit. Donc, à 2 heures du matin, je me lève, je vis une grosse crise de panique. J'ai besoin d'avoir un soutien. Mais là, si on fait juste me dire, écris comment ça va pas et on est loin un petit peu. Fait que je pense que c'est ça aussi que ça dit, c'est on veut que la femme se sente vraiment inclue dans finalement l'hébergement. Exactement. Puis nous, on a beaucoup misé sur l'inclusion dans les groupes aussi, parce que des fois, c'est plus facilitant juste les exclure des groupes de la maison, pas faire partie du fonctionnement. Mais on a énormément travaillé justement avec la Maison des femmes sourdes qui venait régulièrement aussi assister aux groupes, qui nous soutenait dans ces démarches-là pour permettre aux familles qu'on a hébergées de pouvoir assister aux groupes, de faire les mêmes choses, les mêmes accès que les autres familles ont accès finalement. Mais dans le fond, quand on parle de ça, c'est parce que vous allez faire on est dans une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, donc il va y avoir des ateliers. Exactement. Pour faire de la sensibilisation, expliquer c'est quoi la violence conjugale, toutes ces choses-là. Oui, exactement. Mais souvent, avec des personnes soit allophones ou justement dans les situations de surdité, on va faire les ateliers, mais en individuel, mais ça n'a pas nécessairement le même impact non plus qu'on recherche, d'où pourquoi on avait cherché comment intégrer, comment faire en sorte, puis surtout que la personne se sente à l'aise pour créer d'autres liens avec les personnes dans l'hébergement, parce que le groupe sert à ça aussi, de créer des liens, de créer une sororité, une solidarité entre les personnes hébergées. Donc, à ce moment-là, de pas les faire venir dans des groupes, pour nous, ça faisait pas de sens, mais c'est certain que c'est un processus aussi avec la personne hébergée. Est-ce qu'elle souhaitait aussi faire partie des groupes et tout? Au début, avec une famille en particulier, elle souhaitait pas, mais qu'on a poussé un petit peu plus en collaboration, toujours avec la Maison des femmes sourdes, les intervenantes de la maison qui disaient, ça serait aidant pour ton cheminement et tout. Donc, à deux, on a réussi à l'intégrer justement au travers des groupes et ça a été vraiment une belle réussite pour cette famille-là qui s'est sentie finalement acceptée des autres parce que c'est ce qu'elle nommait, qu'elle sentait pas qu'il y avait une compréhension, qu'elle pouvait dire « Ah, les autres, ils m'ignorent, ils comprennent pas. » Donc, c'est comme le vécu de la personne, on a pu le partager en groupe aussi, puis ça l'a ouvert beaucoup plus de portes à la personne. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ça qu'on se dit, il y a ça aussi. Il y a le lien entre les femmes. C'est beau que les intervenantes sont ouvertes et qui veulent dire, OK, on va apprendre des petits signes et tout ça, mais après ça, les femmes en ce moment, exemple, en ce moment, il y a une femme sourde que vous accueillez. Comment ça se passe là, concrètement? Là? Exemple, on parle de Marie-Hélène. Là, Marie-Hélène, il y a une femme qui vient avec des enfants, elle vit de la violence conjugale. Marie-Hélène, tu appelles intervalle 1175. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? Concernant notre collaboration ou juste avant? Oui, en fait, exemple, il y a une femme qui vient te voir. Je vis de la violence conjugale, je veux m'en aller dans un hébergement. Vous appelez l'intervalle 1175, ils ont de la place, ça fonctionne. Comment ça se passe? Parce qu'en maison d'hébergement, il y a une demande d'hébergement, il y a des critères, il y a comment, avant même de savoir si madame peut rentrer. Donc, ce bout-là, comment ça se passe? Oui, c'est ça. C'est sûr que j'appelle pas directement l'intervalle. Généralement, je vais passer par SOS violence conjugale qui vont selon la liste parce que souvent, les maisons d'hébergement sont complètes. Puis s'ils me donnent le nom de l'intervalle 1175, je vais entrer en contact avec eux et nous allons énumérer les critères, que c'est une femme, combien d'enfants qu'elle a, quel type de violence elle subit,
problèmes de santé mentale, s'il y en a ou pas, hein, parce qu'il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a de la médication? Là, il y a plusieurs questions qu'on va répondre parce que c'est leur évaluation d'admission. Fait que je fais ces vérifications-là auprès de la cliente. Et une fois que l'évaluation de l'admission est faite, elle va être acceptée. Et c'est sûr que des fois, on a une collaboration. Puis des fois, bien, comme la collaboration est déjà là, on n'a pas besoin de refaire toute la sensibilisation, la présentation de ce qu'est une personne sourde. Fait qu'à ce moment-là, la personne va être intégrée là, un peu plus rapidement. Et des fois, là, je vais les convaincre, là, les clientes, pour dire « Ah, c'est une super belle équipe, ils sont très ouvertes, ils sont très adaptés là, à notre situation. » Quand ils savent qu'ils connaissent la sourdité et tout ça, bien, les clientes sourdes vont être plus ouvertes à y aller. Sinon, bien, ils vont être déçus, ils vont se sentir rejetés. Fait qu'ils n'ont pas le goût de revivre ces situations-là de rejet. Mais souvent, là, je les rassure en disant que c'est un super endroit puis que tout se passe super bien. Et comme j'ai déjà leur confiance, mais le pont se fait bien vers la maison d'hébergement. Et là, à ce moment-là, parce qu'on le sait, c'est ça prend des critères. Exemple, la femme, tout va bien, elle peut arriver à maison d'hébergement. Bon, comment ça se passe? Ça veut dire que là, vous le savez, vous allez accueillir une femme sourde. Comment ça se passe concrètement à partir de ce moment-là? Mais tout d'abord, généralement, quand on est en contact avec la maison des femmes sourdes, on voit si à l'arrivée de la famille, s'il y a une intervenante de leur côté qui peut les accompagner. Okay. Est-ce qu'on peut avoir aussi une personne interprète à ce moment-là qui vient aussi? Donc, ça, c'est souvent des détails qu'ils règlent d'avance. Donc, ça, c'est aidant pour nous à la place de chercher, d'être obligé de chercher des interprètes et tout. Oui. Et souvent, on va parler avec des personnes directement de la maison des femmes sourdes pour voir, ils ont une petite trousse qu'ils peuvent prêter pour les maisons d'hébergement parce que ça, on n'est pas toujours équipé et tout. Donc, est-ce que la famille va en avoir besoin selon eux? Est-ce qu'elle est disponible? Si c'est pas disponible, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'aller chercher? Si j'ai besoin de faire des achats, je vais aller les faire aussi en préparation de la chambre pour accueillir la famille adéquatement. Donc, je dirais c'est vraiment de la communication entre nous pour savoir comment bien préparer l'espace et le terrain pour l'arrivée de la famille. Puis après ça, je dirais c'est le processus très normal, général de notre admission en maison. Et rendu là, ben ça fait pas de différence qu'elle soit sourde ou pas. C'est le même processus d'admission. On prépare la chambre, on accueille la femme. Mais là, à ce moment-là, l'équipe de la Maison des femmes sourdes est présente. Généralement. Quand c'est possible. Je le sais que des fois, c'est pas toujours possible, mais les fois qu'on a eu des collaborations, ils ont toujours été présentes pour apporter la famille et les soutenir dans ça. Mais c'est possible qu'ils soient pas là et qu'on fasse l'accueil aussi. Donc, nous, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est juste plus rassurant souvent pour la femme sourde et ses enfants d'avoir déjà un visage connu, d'arriver avec, c'est ça, des connaissances, quelqu'un qui dit oui, c'est une bonne place pour vous, puis ça va. Donc, c'est toujours plus facilitant, je dirais, mais ça peut se faire sans eux, mais on aime mieux, nous autres, aussi qu'ils soient présents. Bien, c'est ça. Si, évidemment, ça se passe un hébergement d'urgence, des fois, ça peut, c'est ça, dépendamment des heures, peut-être ça peut être un petit peu plus difficile, mais je pense qu'à ce moment-là, vous priorisez vraiment, là, Marie-Hélène, là, d'être présente pour que la femme se sente pleinement accueillie. Oui. Parce que c'est pas seulement, là, il y a l'accueil, mais il y a beaucoup de démarches parce que une fois qu'ils sont arrivés, il y a l'explication des règles de la maison d'hébergement. L'interprète va interpréter, mais nous, on va aller avec du concret, puis tout demeure confidentiel. Puis c'est sûr qu'il y a le périmètre. Des fois, c'est possible d'avoir des amis, mais à l'extérieur du périmètre de la maison d'hébergement. Puis c'est toutes des choses qu'on doit bien expliquer, que ça soit compris clairement par la femme sourde. Oui. Parce que si elle ne comprend pas, bien, ça peut mal finir, là, elle ne respectera pas les règles de la maison d'hébergement. Fait que c'est sûr qu'on débute toujours avec ça au départ. Et c'est sûr que nous, on a des horaires qui terminent, mais si la dame fait son accueil en après-midi puis ça se continue en soirée, mais on va assurer l'accompagnement jusqu'à la fin quand même. Là, oui. OK. Puis qu'est-ce que vous faites? Parce que justement, intervalle 1175, est-ce que c'est une maison confidentielle?
Oui, tout à fait. OK. Ça veut dire que l'adresse, elle est non trouvable, hein? C'est ça veut dire confidentielle, parce qu'il y a des maisons d'hébergement qu'on peut retrouver leur adresse, mais ils ont des partenariats avec les policiers et tout ça, mais ça, c'est vraiment intervalle, c'est confidentiel. Ça veut dire, Marie-Hélène, est-ce que à ce moment-là, bien, vous devez faire comme, c'est ça, une sensibilisation comme auprès de la femme par rapport à la communauté, puis, tu sais, dans le sens qu'elle, elle doit expliquer... non, oui. C'est ça, là, il n'y a pas... faut pas que ça soit su. Il faut même pas, en fait, qu'on connaisse l'adresse d'intervalle. En fait, ceux qui sont pas en collaboration ou qui mettent pas les pieds dans intervalle 1175 sont pas supposés savoir c'est où. C'est ça. C'est ça. Parce que parfois, des fois, ils ont, tu sais, une amie, puis que là, l'amie va dire à l'autre amie, que l'autre amie va... Puis tout le monde se connaît. Oui. Donc, des fois, tu vas dire, il y en a, je vais dire juste à une, puis elle va garder ça confidentiel. Non, c'est tout le monde. Là. C'est vraiment pour c'est un défi pour la Mais c'est pour la sécurité, hein? C'est vraiment ça, là. Donc, oui, c'est ça. C'est absolument nécessaire. Avec le temps, bon, c'est sûr que la sécurité... Des fois, ils ont l'impression que, je suis correct, j'ai plus besoin de cette sécurité-là. Non, on leur explique bien que c'est jusqu'à la fin de leur hébergement. Oui, c'est ça, du séjour, finalement. Et pendant le processus du séjour, là, parce que là, exemple, vous accueillez une femme à intervalle 1175. Exemple, elle est là, je sais pas, des fois, ça peut être 2 mois, 3 mois. C'est un hébergement, combien de temps la durée environ? Je dirais c'est censé être 3 mois, mais avec les difficultés de trouver des logements et tout actuellement, je dirais on s'adapte aux réalités. Oui, c'est ça. Mais on appelle ça plus un court durée. Court terme, effectivement. Donc, 3 mois. Exemple, la femme, elle reste là, jusqu'à échéance du 3 mois. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous l'accompagnez dans toutes ces démarches? Il peut y en avoir beaucoup, là. Est-ce que tout d'un coup, vous êtes pratiquement investi à 100% du temps pour aider cette femme-là dans ses démarches? Oui. Oui, OK. C'est sûr que ça devient notre priorité, cette cliente-là, parce que, bon, dans notre liste, elle fait partie des priorités, parce qu'il y a beaucoup de démarches. Il y a des rendez-vous à la banque, il y a des rendez-vous pour faire la recherche d'un logement, pour l'avocat, la police. C'est possible qu'elle ait besoin des rendez-vous avec un psychologue, au CLSC. Fait que c'est sûr que ça dépend aussi des besoins des enfants, réunions à l'école. C'est sûr que ça fait beaucoup de rendez-vous là, avec eux. Puis ils ont aussi beaucoup besoin de s'exprimer, puis tout dépendant là, de leur situation. Mais à ce moment-là, la femme, dans le fond, exemple, là, il se passe une situation, j'ai pas réussi à faire cette démarche-là que j'étais supposée faire. Est-ce qu'à ce moment-là, elle tout de suite, elle vous appelle? Elle appelle la Maison des femmes sourdes, j'ai besoin d'aide. Comment ça se passe? Ou elle passe par l'intervenante d'intervalle 1175 et eux vous appellent? Habituellement, on a des rendez-vous réguliers avec la cliente qui vient à mon bureau. Okay. Mais des fois, ça leur fait du bien de sortir de la maison de l'hébergement. Fait que parfois, là, au début, on va se rendre à la maison d'hébergement, puis expliquer là, comment se rendre là, à la maison des femmes sourdes, parce qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas comment fonctionne le métro, le système d'autobus, qu'on va leur montrer, leur enseigner. Puis à partir de là, elles vont pouvoir venir à nos bureaux pour pouvoir là, s'exprimer, prendre soin d'eux. Puis en même temps, on va faire les démarches. Puis on fait tout le temps un résumé à la maison d'hébergement pour voir où on en est rendu. OK, prochainement, il va y avoir un tel rendez-vous chez l'avocat ou un autre rendez-vous. On est toujours là, en contact avec la maison d'hébergement pour se donner des nouvelles. Puis, tu sais, si, exemple, moi, je ne trouve pas un avocat, des fois, ça va être la maison d'hébergement qui va le trouver. Okay. On se soutient vraiment tous les deux ensemble. Bien, parce que ce bout-là, c'est intéressant de le dire aussi, parce que là, toutes les démarches que tu as parlé, c'est tout encore une gestion de parler avec des entendants, là. Et vous en sortez pas, là, dans le sens que tout ça, là, c'est vraiment tout un monde d'entendants. Donc, parler avec un avocat, ça demande un défi parce que lui, il parle pas LSQ. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez comme je vais dire un budget? Je l'accompagne. Je vais toujours l'accompagner dans tous ses rendez-vous pour m'assurer de bien expliquer qu'on va réserver l'interprète à tout moment, oui. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vous qui allez réserver l'interprète. Fait que est-ce que vous avez comme un budget spécifique parce que
l'interprète, dans le fond, ça passe par vous, donc le budget de la Maison des femmes sourdes. Est-ce que c'est vraiment comme déjà là, dans des subventions que vous avez? Non, ben, il y a 2 volets. Un premier qui est, le système de la santé, tout ce qui est les hôpitaux, les cliniques. Oui. Bon, ça, c'est couvert par le gouvernement. Oui. Mais la même idée, là, pour le système judiciaire, police, avocat, aide juridique. Oui. Ça va être tout couvert par le gouvernement. OK. Sauf, là, si on va en privé. Si on va voir un avocat en privé, à ce moment-là, la personne doit débourser. Okay. Mais en général, les femmes victimes là, vont toujours avoir accès à l'aide juridique ou à un avocat de la couronne, procureur de la couronne. Donc, c'est le système là, gouvernemental qui découvre les frais. Exemple, s'ils veulent aller voir une psychologue au privé, là, ça ne va pas être couvert. C'est ça. C'est ça, OK. Effectivement. Mais s'il est question de comme tu disais, là, de se trouver un loyer, de changer les enfants d'école, toutes ces choses-là, là, toutes ces démarches-là, c'est le gouvernement? Pour la recherche de logement, non. Non? Mais non, ouais. Parce que souvent, ils viennent pas, on a le SRV, le Service Relais Vidéo Canada. On va parler aux propriétaires par téléphone, par l'intermédiaire d'un interprète, puis sinon, on va se rendre, puis on va communiquer, puis là, c'est par écrit, ouais. Ah oui. Mais si, par exemple, là, tantôt, tu parlais de l'école, tout ce qui est relié à l'éducation, ça c'est couvert. Oui. Mais là, c'est parce que là, on s'entend quand tu parles de recherche de logement, souvent, il faut que tu fasses beaucoup d'endroits différents avec plusieurs moments où est-ce que tu es découragé parce qu'il n'y a rien qui marche, là. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que la femme doit faire une démarche pour se trouver un logement, il n'y a pas d'interprète qui est fourni à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des propriétaires qui sont aussi un petit peu réticents d'accueillir une femme sourde? Mais oui. Oui, mais en fait, je te le disais, mais je me doutais de la réponse, mais je voulais l'entendre concrètement. Ah oui, hein? OK. Donc, ça aussi, les femmes sourdes vont être victimes là, de discrimination là, par rapport à ça. Ah oui, beaucoup. Beaucoup de discrimination. Souvent, ils vont dire « Ah, on est complet, nous avons trouvé une autre famille. » Mais là, c'est comme, voyons, on s'est parlé par téléphone, puis là, quand on est arrivé, il nous dit « C'est complet. » On a des doutes, là. Mais on ne concentre pas notre énergie sur ça. On va se concentrer sur autre chose. Ça veut dire que s'il fait ça, c'est que ce n'est pas un bon propriétaire, qu'on va aller ailleurs. Puis un propriétaire qui est ouvert, mais on sait que ça va bien aller puis qu'elle va être heureuse chez elle, là. Mais ça demande beaucoup d'appels, effectivement. Mais nous, on veut être un modèle de persévérance. Donc, on lâche pas, on continue, on prend courage, puis on devient un modèle pour la femme sourde, parce que de leur montrer, oui, il y a différents enjeux, puis on continue, puis c'est certain qu'on va finir par trouver. Parfois, c'est plus long pour y arriver, mais on y arrive, puis on en est fiers à la fin. Mais je trouve ça vraiment admirable de voir tous les obstacles que vous pouvez avoir constamment et que, vous, justement, vous persistez, vous continuez d'avancer avec la tête haute, courage. Puis c'est pour ça que mon émission, c'est Sourde et courageuse aussi, parce que je voulais montrer le courage que vous avez, parce que des fois, on n'y pense pas. T'sais, déjà, une femme qui est victime de violence conjugale, c'est énorme. Là. Juste ça, là, juste de dire, mon Dieu, je vis de la violence conjugale. Si on ajoute en plus de ça le défi de la sourdité, je comprends qu'il y a des femmes qui finalement restent dans la relation parce que c'est moins exigeant finalement que tout ce qui s'ensuit comme démarche après, là. C'est ça. Puis ce que je pourrais dire aussi, c'est que là, on voit que c'est comme on a l'impression que c'est la jungle, là, qu'on ne voit pas la sortie, tout est vert. Oui, hein? Puis bon, c'est sûr qu'il faut prendre des couteaux, des armes pour réussir à couper et faire notre chemin. Mais des fois, il va être court, des fois, il va être long, mais c'est comme si on était là dans l'armée puis qu'il faut l'ouvrir le chemin. Puis c'est sûr que c'est décourageant parfois, puis c'est plus facile de revenir en arrière. Oui.
Mais non, c'est de persévérer puis de continuer notre avancement. Oui. Et c'est sûr que là, il va se présenter d'autres obstacles au fur et à mesure qu'on débroussaille le chemin. Oui. Des fois, c'est pourquoi moi? Pourquoi encore un autre problème? Puis il y a aussi le post-séparation, souvent, là, c'est pire, la violence est encore plus grande. Oui, absolument. Donc, ça l'ajoute à ça. Puis surtout là, que les enfants, là, ils peuvent continuer à garder des contacts. Puis des fois, les enfants, ils ont leur tristesse, leur colère. Il faut s'en occuper aussi. Fait que c'est tout plein de choses. Là, mais merci infiniment, Marie-Hélène, parce que c'est ça. Je trouvais ça super important de montrer tout ce que vous faites et ce lien-là que vous avez avec les femmes, comment ça va faire une différence dans le processus et que vous donnez... parce que là, on a parlé des femmes qui sont victimes là, de violences conjugales, mais vous faites tellement plus que ça. On va pouvoir en parler dans une autre émission, mais de voir que vous focussez beaucoup sur voir la lumière là, en avant, là, de dire le chemin va peut-être être difficile, mais regarde en avant là, comment c'est beau puis que c'est possible. Donc, merci infiniment, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Méranie Lacasse, et je souhaite qu'il y ait des femmes entendantes d'hébergement qui ont entendu ça et qui disent oui, nous aussi, on veut participer à voir la trousse. Merci et j'espère que vous allez avoir beaucoup de téléphones pour avoir des trousses supplémentaires. Je remercie évidemment Aline Bergeron qui était avec nous juste avant. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine émission. Merci à Mathieu Tessier, l'autre côté, pour la mise en onde, et Michel Dion, l'interprète. Bye bye tout le monde. Merci.